Nous quittons le centre de recherche Dimback Canyon avec des étoiles plein les yeux. Venir ici était vraiment une excellente idée. On y a appris une multitude de choses sur la forêt tropicale, la recherche scientifique et la biodiversité. Et on a eu la chance d'observer une quantité d'animaux incroyables. C'est donc reparti pour plus de 3 heures de route. La pluie est passée par là, mais étonnamment, la piste restait praticable. Certains tronçons que nous avons faits à l'aller auraient pu être très compliqués à franchir, mais ils avaient été refaits durant notre séjour au centre, ce qui nous a évité plusieurs galères. Durant ces longues heures, aucun animal en vue, mais ce n'est pas si grave au vu de tout ce que nous avions déjà eu la chance de croiser durant notre séjour au centre. On est arrivé à Kampong Bak, donc c'est le village qui est à la sortie de la réserve. Et vu qu'ils veulent pas nous vendre du pétrole dans les stations officielles, peut-être qu'on va essayer de demander au village là s'ils peuvent nous vendre 20 litres de pétrole. Comme ça on a de la marge jusqu'à la prochaine grande ville. Trop bien! Une grande partie du trajet s'est faite au milieu d'immenses plantations d'huile de palme qui s'étendent sur des kilomètres à perte de vue. Traverser ces paysages est toujours un peu particulier. On passe brutalement de la dense jungle primaire à des rangées parfaitement alignées monotones. Ce contraste rappelle à quel point la déforestation a marqué la région. Ici, comme dans une grande partie de Bornéo, des pans entiers de forêts ont été rasés pour laisser place à ces cultures intensives. La disparition de la forêt entraîne un appauvrissement massif de la biodiversité. Les orang-outans, les éléphants pygmées, les gibbons et plein d'autres espèces se retrouvent privées d'habitat, repoussées ou isolées dans des zones de plus en plus fragmentées. On se rend vraiment compte de l'ampleur du phénomène en roulant sur des kilomètres et des kilomètres sans voir le moindre arbre natif. La route vers Sandakan n'était donc pas particulièrement fun. Plantations interminables, travaux en continu, poussière et conducteurs qui roulaient vraiment n'importe comment. Après cette longue journée de trajet, on a enfin atteint la côte. On se dirige alors vers le bord de mer pour aller parquer Pumba dans un petit port de Sandakan, prêt pour la suite de nos aventures. Alors là, on est arrivé au Yacht Club à Sandakan. C'est à partir de là qu'en fait on va prendre un bateau pendant 1h30 pour aller dans les mangroves de Kinabatangan, donc la rivière où il y a le parc national. Et en fait cette rivière, tu peux soit accéder par la route si tu vas dans la partie haute de la rivière qui est à l'intérieur des terres, ou là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller jusqu'à un lodge qui est au niveau des mangroves de la rivière, et c'est tout au bout de la rivière avant qu'elle se jette dans la mer. Et du coup on s'est pris un petit lodge là-bas pour 3 nuits, 4 jours pour aller voir le Big Five de Bornéo. À la base, j'avais prévu de vous montrer la vidéo jour après jour. Sauf qu'en vrai, on voyait les mêmes animaux pratiquement tous les jours et on a eu assez de pluie pour remplir une piscine olympique. Donc, changement de programme. Ça sera animal par animal. Allez, on démarre avec les petits habitants du lodge. Sans surprise, les macaques. Il y en avait partout, mais rassurez-vous, pas agressifs du tout. Juste très très voleurs. Ils viennent même voler ton repas sur la table dès que tu as le dos tourné. Bande de coquins, va!
Et bien sûr, comme on était en pleine mangrove, impossible de rater les varans. J'adore ces animaux. Ils sont tellement impressionnants. On pourrait croire qu'ils vont vous courir après pour vous croquer le mollet, mais pas du tout. Ils ont plus peur de vous que l'inverse. Par contre, comme n'importe quelle bête, si vous vous mettez à crier, courir ou gesticuler de partout, là oui, ils peuvent se défendre. Donc, restez calme, gardez vos distances, observez-les tranquillement et tout se passera bien. Partons maintenant sur la rivière de Kinabatangan. Si tu aimes les oiseaux, c'est un vrai petit paradis. Tu en verras partout, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, que ce soit de jour ou de nuit. Je suis triste. Mon appareil photo, ils zoome pas bien. Du coup, on voit pas très bien. Mais c'est pas grave. Ils seront comme ça, j'ai les images. Effectivement, je n'avais pas du tout le matériel adapté pour un safari en bateau. Je m'en excuse pour ces images qui vont être plus de loin que de près. J'ai fait au mieux que je pouvais. Nous avons pu observer des langurs. Et ici, il y en a toute une collection. Mais ceux que vous voyez là, ce sont des langurs argentés, avec leur longue queue et leurs petites crêtes de cheveux toujours en l'air. Mais le plus étonnant, ce n'est pas l'adulte argenté, c'est le nouveau-né. Parce que les bébés langurs, eux, arrivent au monde orange. Oui, littéralement. Une petite boule de poils couleur feu. Et cette couleur tape à l'œil, ce n'est pas juste pour faire style. C'est en fait une stratégie de survie. L'orange vif attire l'attention de toutes les femelles du groupe. Résultat, tout le monde veut s'occuper du bébé. C'est ce qu'on appelle l'alloparentage. En gros, les tantes, les sœurs et même les voisines se relaient pour chouchouter le petit pendant que la maman peut enfin souffler et aller manger tranquillement. Pendant environ 6 mois, le bébé orange est littéralement la superstar de la forêt. Puis, doucement, le roux s'atténue et laisse place au gris argenté des adultes. Et là, l'engouement général disparaît un peu. Le petit devient plus indépendant et le reste du groupe retrouve une vie normale. Partons maintenant à la recherche des crocodiles. Ceux qu'on trouve dans cette rivière sont des crocodiles de mer. Les plus gros, les plus costauds et clairement pas les plus amicaux. Et en plus d'être massifs, ils sont malins, vraiment malins. Du genre à observer le comportement de leur proie pendant plusieurs jours juste pour choisir le moment parfait pour attaquer. Oui, ils ont cette patience-là. Ils peuvent même s'en prendre aux éléphants pygmées. Alors imaginez le petit singe qui revient tous les soirs au même endroit pour siroter son eau. Très mauvaise idée. Heureusement, pour nous, ils chassent surtout la nuit. Mais quand même, petit conseil amical, ne laissez jamais traîner une main hors du bateau. Ces animaux sont rapides et avec la couleur de l'eau, disons qu'on ne les repère pas toujours à temps. En surface, ils donnent l'air de traîner, mais sous l'eau, ils peuvent filer entre 24 et 29 km/h. Et pour ne rien arranger, ils peuvent aussi sortir, faire quelques petites balades sur la terre ferme. Les habitants du long de la rivière de Kinabatangan, eux, connaissent bien le problème. D'ailleurs, peu avant notre arrivée, une dame du village s'est fait attraper la main par un crocodile. Autant dire qu'ici, les crocodiles ne rigolent pas du tout.
Les mâles adultes sont particulièrement territoriaux et solitaires, et bien plus gros que les femelles. Ils se battent violemment pour garder les meilleures zones de chasse et de reproduction. La taille exacte de leur chez eux dépend du nombre de proies et de voisins. Mais ils défendent très sérieusement leur bout de rivière ou leur lagune préférée. Et puis, il y a la star locale, Tam Tam, le crocodile le plus connu du coin. 5 mètres de long, tellement vieux qu'il lui reste à peine quelques dents. C'est presque mignon. Ces crocodiles peuvent vivre entre 50 et 70 ans. Ensuite, on est parti à la recherche des orang-outans. Le matin, ils aiment venir grignoter au bord de la rivière ces énormes fruits du palmier d'eau, qu'ils sortent de l'eau avec leurs bras gigantesques et musclés. Oui, ce truc blanc un peu bizarre là, c'est leur petit déjeuner. Mais on n'a pas eu de chance. On a fait 2 sorties de 2 heures chacune et on n'a pu en voir qu'un seul. Enfin, voir, c'est un grand mot. On l'a plutôt aperçu. Juste là, caché, le petit truc qui bouge. On parle quand même d'un animal qui n'est pas exactement petit et pourtant très dur à repérer correctement. C'est les pros du cache-cache. Bon, on n'était pas trop déçus non plus, car on en a déjà vu dans un centre de conservation à Sandakan. Regardez-moi cette maman avec son petit passé juste devant nous, au calme, marchant tranquillement. On a été chanceux, car il y avait juste nous et les gardes. Et la plus grande chance qu'on a eue, c'était il y a quelques jours. On a aussi vu une maman et son petit construire leur nid, juste en face de l'endroit où on avait posé le camp pour la nuit. Parce que oui, les orang-outans fabriquent un nid chaque soir, tout en haut des arbres, ou reconstruisent ceux déjà existants. Regardez-moi ça, c'est incroyable comme animal quand même. Ils sont si drôles. Et dire que l'ADN de l'humain et de l'orang-outan est identique à environ 97%, c'est quand même un truc de dingue. Bref, revenons à la rivière Kinabatangan. Comme dit plus tôt, nous avons souvent eu de la pluie. Ah, la joie du vent et de la pluie en safari, c'est top. Mais pas question de rentrer. On allait plutôt sous les palmiers d'eau, au bord de la rivière, pour s'abriter. On a même eu une fois un sympathique voisin qui en avait complètement rien à cirer de notre présence. C'était le serpent des mangroves, aussi appelé serpent-chat à anneaux d'or. Il porte bien son nom, il a des pupilles verticales comme celles des chats, sauf que celui-ci, évidemment, ne ronronne pas. C'est l'une des plus grandes et des plus emblématiques couleuvres d'Asie du Sud-Est. En moyenne, il mesure entre 1,80 m et 2 m. C'est un serpent arboricole et nocturne. Il passe donc ses nuits à explorer les arbres et ses journées à récupérer. Voilà pourquoi on l'a trouvé tranquillement en train de faire sa sieste sur une branche de palmier, comme si de rien n'était. Il est carnivore et se régale de petits mammifères, comme des rats, des souris, des oiseaux aussi, des amphibiens, des lézards et parfois même des poissons. Il est considéré comme venimeux, mais avec une particularité assez originale. Ses crochets venimeux sont situés tout au fond de sa mâchoire supérieure. Pour injecter son venin, il doit donc un peu mâchouiller sa proie. Résultat, il n'est généralement pas considéré comme dangereux pour l'humain. La quantité de venin injecté est faible et il a du mal à en administrer suffisamment à cause de la localisation de ses crochets. Tu m'étonnes avec des crochets planqués tout au fond de sa bouche. Cela dit, il est quand même connu pour être un serpent assez nerveux, parfois agressif ou du moins très défensif. Donc le voir en pleine journée, en plein sommeil, sans qu'il nous calcule, on peut dire qu'on a eu pas mal de chance. Ah oui, et on a vu une crevette d'eau douce. Regardez-moi cette taille, elle était énorme et elle a des pinces bleues.
Une fois, on s'est retrouvé un peu trop près du bord, juste là où se trouvaient des bébés macaques à queue de cochon. Oui, des bébés. Mais quelle idée d'être si proche de bébés alors que les mères nous regardaient bien énervés du haut de leurs branches. Tim, lui, ne faisait pas le malin. Il avait littéralement la tête dans les branches. C'est l'une des espèces de singes les plus menacées d'Asie du Sud-Est, notamment à Bornéo. Je ne vais pas vous faire un dessin sur la raison. Leur habitat disparaît et quand on remplace leur forêt par des plantations d'huile de palme, eh bien, ils mangent les fruits du palmier. Les humains ne sont donc pas très contents. En même temps, fallait pas détruire leur maison, nom de Dieu. Leur nom vient de leur queue courte et recourbée, souvent posée sur le dos, qui leur donne cette adorable allure de petite queue de cochon. Les mâles, comparés aux femelles, sont de vrais costauds. Ils pèsent entre 5 et 15 kilos, avec des canines impressionnantes qui dépassent de la bouche. Et niveau musculature, avec Tim, on dit toujours qu'on dirait qu'ils sortent tout droit de la salle de sport, tellement leurs muscles sont saillants. Ils vivent en grands groupes sociaux, vraiment grands, entre 15 et 40 individus, ce qu'on peut appeler une véritable troupe. La hiérarchie est super stricte, chez les mâles et chez les femelles. La structure est matrilinéaire. Les femelles restent dans leur groupe natal toute leur vie, tandis que les mâles partent à la puberté pour rejoindre une autre troupe. C'est leur manière d'éviter la consanguinité et de garder un groupe en bonne santé génétique. Les mâles se disputent activement la dominance. Grognements, cris, démonstrations de force. Le mâle alpha garde les meilleurs avantages, nourriture et reproduction, mais sa place est constamment remise en jeu. Chez les femelles, c'est autre chose. Leur hiérarchie est stable et souvent héritée. Le rang détermine l'accès à la nourriture, la protection et leur chance d'élever leurs petits avec succès. Et pour finir, le filet que vous voyez là, c'est tout simplement pour leur permettre de traverser la rivière sans se faire croquer par les crocodiles. Excellente initiative, on valide. Et puis, impossible de parler des animaux de Bornéo sans évoquer ses habitants au nez légendaire, les nasiks. Oui, ces singes au nez dignes d'un dessin animé. Chez les mâles, plus il est gros, plus il est attirant. Un vrai critère de séduction. Leur nez sert même de caisse de résonance pour amplifier leur appel et impressionner tout le monde. Et ils continuent de grandir toute leur vie. Et comment parler du nasik sans mentionner l'autre détail très visible chez les mâles ? Leur appareil génital, toujours bien apparent, avec une couleur rouge ou rose éclatante qui tranche avec leur pelage brun. Ce n'est pas juste décoratif, c'est un véritable outil de communication sociale. Comme leur nez, leur organe coloré signale la dominance et la bonne santé du mâle. Un CV biologique visible à 10 mètres. Les femelles y voient un signe de vitalité, les autres mâles un avertissement. Il faut aussi distinguer deux choses. Le fait d'avoir un pénis proéminent très visible qui sert à indiquer son statut et la véritable érection utilisée pour la reproduction. Le nasik mâle passe souvent une bonne partie de la journée avec une érection partielle, surtout en présence de son groupe ou de rivaux. Le guide nous a dit qu'il bandait 20 heures sur 24. Oui, c'est beaucoup, mais une érection complète, elle, ne se produit vraiment que lors de l'accouplement. Les nasiks sont endémiques de Bornéo. On ne les trouve nulle part ailleurs sur Terre. Ils vivent principalement dans les mangroves et les forêts riveraines. Leur particularité, c'est l'un des rares primates, avec l'homme et quelques espèces de macaques, à être un excellent nageur et plongeur. Ils peuvent traverser une rivière entière en apnée, avec un style de nage qui ressemble presque à un petit chien, mais en plus efficace. Ils possèdent des pieds et des mains légèrement palmés qui l'aident à se propulser. Côté alimentation, ils préfèrent les jeunes feuilles, les fruits peu sucrés et les graines. Leur système digestif fonctionne un peu comme celui d'une mini-vache des arbres. Ils fermentent la cellulose, ce qui explique leur gros ventre et leur rejet des fruits trop sucrés qui peuvent les rendre très malades. Ils jouent aussi un rôle essentiel dans la dispersion des graines, aidant à la régénération de la forêt. Ils vivent en groupes sociaux complexes, généralement un mâle dominant avec plusieurs femelles et leurs petits, jusqu'à 8 individus. Il existe aussi des groupes de célibataires, des mâles qui attendent leur grand moment pour détrôner un chef. Et niveau vocalisation, c'est un festival. Grognements,
ronflements, beuglements, un orchestre entièrement géré par leur nid. Malheureusement, le nasique est aussi l'un des primates les plus menacés de Bornéo. La déforestation et les plantations d'huile de palme ont fragmenté leur habitat et fait chuter leur population. Observer un nasique dans la nature est devenu un vrai privilège. En résumé, entre son nez gigantesque, sa démarche un peu gauche, son amour de la baignade et son anatomie très visible, le nasique est l'un des primates les plus surprenants et mémorables de Bornéo. Alors quand on en croise un, on savoure chaque seconde. Et en ce qui concerne les animaux que l'on a vus la nuit, nous avons pu voir un petit hibou tranquillement sur sa petite branche, un martin pêcheur qui s'installe pour la nuit et un animal que je suis incapable de me rappeler du nom, vraiment désolée. Et puis, on est tombé sur une créature, un mélange entre un lémurien et un écureuil volant. Voici le dermoptère, aussi appelé colugo. Malgré son surnom souvent mal traduit en écureuil volant, le colugo n'est ni un écureuil, ni vraiment volant. C'est un mammifère unique, classé dans son propre ordre, les dermoptères. Il possède une membrane de peau incroyable qui part du bout de ses doigts jusqu'à ses orteils et même jusqu'à la queue. Un colugo peut parcourir jusqu'à 100 mètres en un seul vol, entre guillemets. Il plane plutôt d'arbre en arbre. Ses yeux énormes lui permettent de se déplacer la nuit et son pelage, souvent tacheté, le camoufle parfaitement contre l'écorce des arbres. En journée, il est presque impossible à repérer. C'est avec cet étrange animal que se termine notre vidéo de ces 3 jours à Kinabatangan. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses. On se retrouve dans le prochain épisode qui cette fois se déroulera sous l'eau. Bye bye!